euh, il y a une référence fondamentale que une élève de TG3 a convoquée, mais pas très très bien, donc je voudrais revenir dessus. Et c'est ce qu'on va appeler dans la tradition philosophique le cogito, C-O-G-I-T-O, de Descartes. Cogito dont on trouve l'argument dans le discours de la méthode et surtout dans les méditations métaphysiques. Discours de la méthode et méditation métaphysique, cogito, Descartes. Descartes en un seul mot. Descartes. Donc, quelques mots pour que vous situiez Descartes. Descartes, c'est le grand penseur moderne avec Hobbes. C'est un homme de science, c'est un mathématicien prodigieux. C'est à lui qu'on doit la représentation graphique des fonctions. C'est lui qui invente ça. Et c'est un physicien de talent puisque c'est lui qui va découvrir et formuler les lois de la réfraction et de la diffraction de la lumière euh, quand celle-ci change de milieu. Vous avez dû voir ça en seconde en physique dans mon souvenir. Alors, Descartes est un homme de science et en homme de science, il se demande sur quel fondement on peut bâtir un système scientifique. Sur quel fondement absolument certain peut-on bâtir un système scientifique? Dans la première partie de sa vie, il va formuler une réponse qui est simple. C'est sur les vérités mathématiques, sur les vérités de l'arithmétique et de la géométrie qu'on doit fonder la science. Et pour une raison que nous allons découvrir maintenant, il va se rendre compte que cette réponse n'est pas suffisante. Le but de la philosophie de Descartes, ça va être de trouver à la science des fondements absolument indubitables, c'est-à-dire hors de doute. C'est Descartes qui vous fait rire comme ça, dis donc. Alors, comment savoir si on a construit une voiture extrêmement solide? Oui, comment est-ce qu'on va la tester? Exactement, on va construire un mur extraordinairement solide. Okay. Comment savoir qu'on a construit un bunker extraordinairement solide? On va construire une bombe extraordinairement solide. Comment savoir si on a découvert une vérité absolument solide? Eh bien, on va construire une bombe philosophique totalement destructrice. Descartes va, dans les méditations métaphysiques, Descartes va réutiliser une arme philosophique qui est très ancienne, qui est le doute sceptique. Sceptique, S-C-E-P-T-I-Q-U-E, Alexandre, le doute sceptique.
En quoi consiste le scepticisme par rapport à la science? Le scepticisme est une doctrine philosophique qui nous, euh, qui nous apprend à nous méfier de nos certitudes, qui va consister à douter de ce qu'on croit certain. Et c'est une doctrine qui va renaître de ses cendres à la Renaissance, dans le contexte des guerres de religion, chez Montaigne en particulier, chez Erasme, avec une dimension politique et religieuse évidente. Ai-je vraiment le droit d'égorger mon voisin protestant si je ne suis pas moi-même certain et absolument certain de la vérité du dogme catholique? Et donc, le scepticisme dans le contexte de la Renaissance va surtout avoir une dimension politique et éthique, celle de la tolérance à l'égard de foi et de religions qui me sont étrangères. Étant donné que je ne peux pas être véritablement certain des fondements de mon dogme, je vais simplement me réfréner d'être violent à l'égard de ceux qui pratiquent une autre foi que la mienne. Bon. Descartes va utiliser le scepticisme, le doute sceptique, pour des raisons scientifiques et pas éthiques et politiques. Quelle est la source première, la source primitive de nos connaissances, à votre avis? Je ne suis pas si primitif que ça. Ouais, ouais, mais d'où viennent nos pensées? De nos connaissances. Qu'est-ce qui me met en contact avec le monde extérieur? Oui. Oui, nos expériences, en particulier nos expériences sensibles. Donc, la plupart, pour ne pas dire l'immense majorité de nos connaissances, viennent des sens. Puis-je douter de la connaissance sensible? Descartes va, au fond, s'imposer deux critères: le caractère systématique du doute et le caractère hyperbolique. Hyperbolique, H-Y-P-E-R. Donc systématique, cela veut dire qu'il faudra douter de tout. Et pour douter de tout, il suffira de s'attaquer aux origines de la connaissance, aux sources de la connaissance. Si j'arrive à douter d'une source, je douterai de tout ce qui découle de cette source. Et hyperbolique, cela veut dire que si j'ai la moindre raison, si Descartes a la moindre raison de douter, même la raison la plus légère, dit-il, la plus déraisonnable qui soit, alors, bref, en gros, si j'ai le moindre soupçon sur une connaissance, alors je dois la révoquer en doute, c'est-à-dire je dois la répudier. C'est ce qu'on va appeler, au XIXe siècle, enfin c'est ce que Nietzsche va appeler la logique du soupçon. Et voilà, ça consiste effectivement à rejeter, nier en bloc tout ce sur quoi on peut porter le soupçon. On voit que cette logique a fait des petits aujourd'hui. Les connaissances sensibles. Ai-je des raisons d'en douter? Oui. Exemple. Il suffit d'un exemple en fait. Non, allez-y. Je pensais pas à ça. Quand je pense de connaissances sensibles, c'est la vision, l'odorat, le goût. Voilà, alors par exemple, typiquement ça. Et en plus, Descartes, c'est celui qui va avoir l'intuition.
c'est Newton qui va formaliser et expérimenter à partir des intuitions de Descartes. Vous avez tous fait le coup de la diffraction du rayon lumineux dans un prisme. Ouais. Bon. Qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que la couleur n'est pas réellement dans les choses, mais dans la lumière. Okay. Que la couleur est une relation entre, si je ne veux pas dire de bêtises, mais vous qui êtes des physiciens avertis, la couleur est une relation entre les propriétés électroniques de la surface des objets et la rétine. Okay. Il me semble que c'est ça. En gros, j'en avais parlé un petit peu ce matin, il me semble aussi, que la table n'est pas vraiment beige, mais que la beigeté en soi n'existe pas, effectivement, mais qu'en revanche, les couleurs sont une relation, et non des propriétés des choses. Okay. Descartes va parler des illusions d'optique. En fait, les sceptiques grecs de l'Antiquité sont pleins de ces exemples-là. Je vois quelque chose, mais si ça se trouve, je suis bourré. J'ai chaud, mais si ça se trouve, j'ai la fièvre. Je vois le ciel en bleu, mais si ça se trouve, ce sont ceux qui ont la jaunisse et qui voient le ciel en vert qui ont raison, etc., etc., etc. Et Descartes va dire, toutes les connaissances qui proviennent des sens, puisqu'elles ont pu me tromper une fois, comme dans le couple, peuvent me tromper toujours, et donc ça dégage. Il est radical. Et donc, Descartes va dire, je peux soupçonner toutes les connaissances sensibles, donc ça fout le camp. Je ne peux pas fonder la science sur un principe, sur une source de connaissances aussi fragile. Ça fait quand même beaucoup. Et Descartes va dire, mais à tout le moins, je peux me dire que le monde extérieur existe. Quand je me cogne, ça fait mal. Et je peux me dire que j'ai un corps. Donc, à tout le moins, je peux me dire que mon corps existe, que le monde extérieur existe. Et Descartes va utiliser l'argument sceptique le plus fort que toute la tradition sceptique ait jamais utilisé. Il y a des situations qu'on a tous vécues dans lesquelles notre corps n'est pas notre corps et le monde extérieur n'est pas vraiment le monde extérieur. On a tous vécu ça. Et parfois, on vit ça plusieurs fois par semaine. Des situations dans lesquelles on a tous été plongés, où notre corps n'est pas véritablement notre corps et le monde extérieur n'est pas véritablement le monde extérieur. C'est le rêve. Dans un rêve, dit Descartes, j'ai parfois la perception de mon propre corps et cette perception n'est pas exacte, ne correspond à aucune réalité. Et j'ai parfois la perception d'un monde extérieur qui n'est pas réel non plus. Et parfois même, dit Descartes, je crois, dans mon souvenir, dans les rêves, je n'ai pas la perception de mon corps du tout. C'est-à-dire que je flotte dans le rêve, je vois quelque chose, mais c'est comme si je n'existais pas. Et donc, dit Descartes, l'argument du rêve permet définitivement de révoquer en doute toutes les connaissances sensibles, y compris la certitude de l'existence d'un monde extérieur et de mon propre corps. Il n'est absolument pas certain que j'ai un corps et que le monde extérieur existe, puisque dans le rêve, je fais l'expérience d'un corps qui n'est pas le mien et d'un monde extérieur qui n'existe pas. Jusque-là, Descartes n'invente absolument rien. C'est-à-dire qu'il va reprendre des arguments qui ont été déjà formulés par Sextus Empiricus en particulier, c'est-à-dire le big boss du scepticisme grec, le patron des sceptiques grecs,
Et jusque-là, Descartes n'invente rien. Là où Descartes va révolutionner une fois la philosophie, il va le faire 3 fois de suite, en 15 pages. C'est qu'il va dire que même à l'intérieur d'un rêve, il y a des vérités qui sont absolument certaines. En tout cas, qui semblent être absolument certaines. Et il va y parvenir en se demandant de quoi nos rêves sont faits. De quoi nos rêves sont-ils faits? Vous pensez non. Je ne pense pas quand. Enfin, ça m'est déjà arrivé de faire une dissertation dans mon sommeil, si vous voulez, une dissertation de philosophie. C'était la veille ou l'avant-veille des écrits de l'agrégation. J'avais l'impression d'avoir 250 de QI. C'était clairement un rêve. Très clairement, quand vous en êtes là, faut aller vous reposer, hein. Quand vous pensez dans vos rêves, non, on pense jamais dans ses rêves. Qu'est-ce qu'on fait dans ses rêves? On imagine, c'est-à-dire qu'on voit, au fond, ce sont des sensations qui sont essentiellement visuelles, qui ne sont pas intellectuelles du tout, quoi. Ou alors c'est que vous allez très très mal, comme moi à l'époque. Euh, mais bon, après, il y a des génies et des pervers, effectivement. Je suis à peu près certain que Newton devait faire des maths dans ses rêves. Mais bon, c'est un peu triste quand même. Mais en gros, nos rêves sont faits d'images, nos rêves sont faits de personnages, nos rêves sont faits de décors, nos rêves sont faits de durée. Et de quoi tout cela est-il fait, se demande Descartes. Quelle est la forme de nos rêves? Et Descartes n'a aucune peine à montrer que nos rêves obéissent parce qu'ils sont des représentations. Nos rêves obéissent à des lois, nos rêves sont structurés par des lois qui sont celles de la géométrie et de l'arithmétique. Je vois des choses dans mes rêves. Ces choses peuvent être modélisées géométriquement. C'est-à-dire que dans un rêve, euh, dans un plan euclidien, deux droites parallèles ne peuvent pas se croiser. À partir du moment où je vois des choses, ces choses vont visuellement obéir à des lois qui sont celles de la géométrie. Et je vois des personnages, ça veut dire que je peux les compter. Et donc, dans les rêves, les lois de l'arithmétique demeurent vraies, demeurent valides. Je ne peux pas voir un personnage qui est deux personnages. Symboliquement peut-être, mais physiquement, dans un rêve, quand je vois un personnage, je vois un personnage. Quand je vois deux personnages, je vois deux personnages. Et 2 plus 2 égale 4 dans un rêve et dans la réalité. Et donc Descartes va dire, et ça, les sceptiques n'y avaient pas pensé, même si je vis dans un rêve, même si je suis prisonnier d'un rêve, peut-être que la physique n'est pas certaine parce qu'elle dépend des sens. Mais arithmétique et géométrie, parce que ce sont des sciences abstraites, ce sont des sciences qui ne dépendent que de la pensée, et non pas de l'expérience, non pas du monde, eh bien, ces sciences sont absolument certaines. Et ça, c'est le Descartes est le premier à formuler cet argument dans l'histoire de la philosophie. Généralement, un philosophe, c'est un type qui a une idée dans sa vie. Descartes va en avoir 3 en 10 pages. C'est pas Hobbes, si vous voulez. Hobbes, il a une idée dans sa vie, en gros. Et il va faire 400 pages.
Descartes, il a 3 idées qui vont révolutionner la philosophie et ça va lui prendre 15 pages. Là, ce que je suis en train de dire, c'est que les Français sont quand même mieux équipés que les Anglais en philosophie, en tout cas au XVIIe siècle. Descartes va dire, mais puis-je douter de l'évidence des vérités mathématiques? M'est-il possible de douter du fait que 2 plus 3 égale 5? Ça semble compliqué à première vue de pouvoir douter de vérités aussi évidentes. Descartes va dire la chose suivante. L'autre source de mes connaissances, c'est ce qu'on m'a appris quand j'étais petit. C'est l'éducation. Et quand j'étais petit, dit Descartes, il le dit presque comme ça, on m'a appris au caté qu'il existait un Dieu tout-puissant, créateur de toutes choses. On m'a appris qu'il existait un Dieu tout-puissant, créateur de toutes choses. S'il est tout-puissant, créateur de toutes choses, il a créé mon esprit. Dieu, en me créant, a créé mon esprit. Mais dit Descartes, puisqu'il m'a créé, il m'a aussi créé tel que je me trompe parfois. Il m'a créé tel que je me trompe parfois. Et donc il a pu me créer tel que je me trompe, pas parfois, mais toujours. C'est beaucoup plus facile à comprendre pour nous que pour les contemporains de Descartes. Parce qu'on a la métaphore informatique pour nous aider, ou l'analogie informatique pour nous aider. Imaginons que Dieu soit un ingénieur et que nous soyons des ordinateurs. L'ingénieur nous a créés avec un bug dans notre code. Est-ce que l'ordinateur est capable de savoir qu'il a un bug dans son code? La réponse est non. Un piano qui joue faux ne peut pas savoir qu'il joue faux. Okay. Et nous, dit Descartes, si ça se trouve, à chaque fois que nous pensons que 2 plus 3 égale 5, nous nous trompons. Et je voudrais que vous compreniez la nuance. Nous nous trompons sans faire d'erreur. Sans faire d'erreur. C'est ça que dit Descartes. Si ça se trouve, lorsque nous formulons une vérité aussi évidente que 2 plus 3 égale 5, nous nous trompons. Et pourtant, cela ne veut pas dire que nous faisons une erreur, puisque nous n'avons pas le choix de nous tromper. Pour notre esprit, 2 plus 3 égale 5. Et donc c'est un philosophe français, académicien, qui s'appelle Jean-Luc Marion, qui dit, peut-être que ce que Descartes a en tête lorsqu'il dit cela, c'est effectivement la métaphore du code. Nous voyons le réel d'une certaine manière, par un code qui est le code de la sensibilité. Peut-être que nous voyons les vérités mathématiques à travers un code, c'est un code intellectuel, et peut-être que ce code est buggé aussi, à la manière dont les daltoniens ne voient pas certaines couleurs. Peut-être que notre esprit voit de manière déformée certaines vérités mathématiques, sans pouvoir se rendre compte qu'il les voit de manière déformée. Mais, dit Descartes, faisons l'hypothèse que Dieu n'existe pas. Essayons de nous en sortir. Si Dieu n'existe pas, c'est pire, dit Descartes. Si mon esprit n'a pas été créé par un être tout-puissant, si mon esprit a été créé par la sélection naturelle et le hasard, en gros, j'ai encore plus de raisons de penser que mon esprit est faillible. J'ai encore plus de raisons de penser qu'il y a un bug dans mon code.
ce qu'on appelle une tenaille. Si Dieu existe et il est tout-puissant, c'est une très mauvaise nouvelle pour moi. Et s'il n'existe pas, et que je suis le produit du hasard, alors c'est une pire nouvelle en fait. C'est une nouvelle qui est encore plus mauvaise. Parce que ça veut dire que j'ai encore plus de raisons de penser que mon esprit est faillible. Et ça, dit Descartes, enfin, ça, c'est quelque chose que seul Descartes a osé dire. Descartes, les sceptiques, si vous voulez, ce sont des gens qui disent « Mais est-ce que tu crois vraiment ce que tu crois? Est-ce que tu es vraiment certain de ce que tu crois certain ?» Et Descartes va dire « Mais est-ce que l'évidence est certaine? Est-ce que ce qui est évident est absolument certain ?» Et la réponse de Descartes, c'est non. Ce qui est évident, ce qui est aussi évident que 2 plus 3 égale 5, n'est pas certain. C'est l'argument du Dieu qui a pu me créer de telle sorte que je me trompe, ou de l'inexistence de Dieu. Donc deuxième invention, si vous voulez, cartésienne. Descartes invente l'argument qui permet de mettre en doute, de mettre en cause l'évidence des vérités mathématiques. Ces vérités sont évidentes, mais elles ne sont pas certaines. Donc là, hein, comme on dit dans le Sahara, c'est chaud, parce qu'il n'y a plus rien. Si on peut même plus s'appuyer sur 2 plus 3 égale 5, il n'y a plus rien, semble-t-il, sur lequel on peut s'appuyer. Alors, comme dans une piscine ou une dépression, c'est en touchant le fond qu'on peut remonter à la surface. Et c'est ce que va faire Descartes. À la fin de la première méditation, il n'y a plus rien. C'est-à-dire qu'on ne peut plus s'appuyer sur rien pour énoncer un jugement qui soit certain. On a l'impression qu'on ne peut pas s'appuyer sur quoi que ce soit. Rien, absolument rien n'est certain. Arrive la deuxième méditation et justement le passage du cogito. Dans sa forme la plus exacerbée, la plus violente, la plus puissante, le doute, dit Descartes, ressemble à un malin génie, un génie du mal. On est à l'époque où l'Occident va découvrir les contes des Mille et une nuits, en particulier Aladdin, Jafar. C'est comme si mon esprit était prisonnier d'un malin génie qui me tromperait sans que je puisse m'en rendre compte, qui me tromperait sur tout. Dès que je pense quelque chose que je crois certain, le malin génie est là pour me plonger dans l'illusion. Donc je dois imaginer, en fait, si je veux être rigoureux avec moi-même, dit Descartes, je dois imaginer que mon esprit est la proie d'un malin génie qui me trompe, surtout. Et c'est là qu'on a touché le fond. C'est donc là qu'on va pouvoir remonter à la surface. Parce que si je pense, et là il faut absolument le noter, si je pense que je suis trompé sur tout, sur absolument tout, si je pense qu'un malin génie me trompe, il faut bien que je sois quelque chose, puisqu'il me trompe. Autrement dit, tant que je pense n'importe quoi, ouais.
Non, on n'a pas la certitude, on n'a aucune certitude. Ce que dit Descartes, c'est que puisqu'on n'a aucune certitude, il faut faire comme si, en fait, un malin génie me trompait sur tout en permanence. Et donc, dit Descartes, tant que je pense que je suis trompé, tant que je pense qu'un malin génie me trompe, alors il faut bien que je sois, il faut bien que j'existe, puisque je pense que je suis trompé. Et donc, voilà ce que signifie le cogito de Descartes. Tant que je pense, aussi longtemps que je pense, je sais que j'existe, puisque c'est moi qui pense. Tant que je pense, je peux penser quelque chose de faux, je peux me gourer sur tout, sur absolument tout, sauf sur une chose, ma propre existence. Tant que je pense, je sais que j'existe. Pour le dire encore autrement, l'expérience de la pensée, même la plus fausse, est en même temps l'expérience absolument certaine de ma propre existence. Quand je pense, je sais que c'est moi qui pense. Alors, donc, troisième triomphe de Descartes. Descartes va révolutionner 3 fois la philosophie. Premièrement, l'argument des vérités mathématiques à l'intérieur du rêve. Deuxièmement, l'argument d'un Dieu qui m'a créé tel que je puisse me tromper sans jamais faire d'erreur. Troisièmement, le cogito. Cogito, c'est, on va dire, la clé de voûte de toute sa philosophie, de toute sa métaphysique. Alors, 2 siècles et demi plus tard, un Allemand à moustache très méchant va mettre tout ça par terre. Donc, il s'agit de Nietzsche, Friedrich Nietzsche, N-I-E-T-Z-S-C-H-E, N-I-E-T-Z-S-C-H-E. À l'époque, l'allemand a toujours une moustache et souvent méchant. Et Nietzsche va critiquer de manière fondamentale le cogito. Et ce qui est fascinant, c'est que les neurosciences aujourd'hui ont tendance à lui donner raison. Que va dire Nietzsche? Nietzsche va dire, mais Descartes a tout remis en cause, a tout mis en doute, sauf un truc, la croyance en la grammaire. La croyance en la grammaire. Par le langage, nous sommes conditionnés à penser que c'est nous qui pensons. Par la grammaire, par le langage, nous sommes conditionnés à penser que c'est nous qui pensons. Alors qu'en réalité, ce qui se produit dans notre esprit, c'est que ça pense, et pour une raison ou pour une autre, nous avons l'illusion que nous sommes les auteurs de nos pensées. Et Nietzsche va remarquer que bien souvent, les idées nous viennent, nous ne les produisons pas. Nous ne sommes pas la cause de nos idées. Nous sommes bien plutôt le produit de nos idées. Ça, on se rapproche beaucoup plus de Hobbes déjà. Nous sommes façonnés par des idées qui pensent en nous. Et parce que nous sommes tellement habitués
à l'idée que tout verbe suppose un sujet, nous allons nous dire, bah, puisque ça pense, il faut bien un sujet, et ce sujet, c'est nous. Et Descartes va dire, nein. Il y a des verbes qui sont sans sujet. Il y a des actions qui sont sans agent. Dans la nature, on appelle ça des processus. Le... Prenons un processus organique fondamental, la digestion. Ce n'est pas nous qui digérons. Ça digère en nous. Okay. Il y a énormément de processus biologiques ou naturels qui se passent complètement de sujets, qui sont des actions sans sujet et qu'on appelle des processus. Et aujourd'hui, dans les neurosciences, vous avez tout un tas de gens très sérieux qui vous expliquent que l'idée de personne est un épiphénomène, c'est une illusion, si vous voulez, produite par le cerveau pour donner un sens à des processus de pensée. Ce n'est pas moi qui pense, c'est quelque chose comme un disque dur, un super disque dur dans ma boîte crânienne, qui à un moment va dire je parce qu'il faut donner du sens à tout ça. On n'a aucune raison, et pour revenir à savoir ce que c'est que la pensée, on n'a aucune raison de se dire qu'un jour un ordinateur ne sera pas capable de ça. À savoir dire je. Mais ce que dit Nietzsche, c'est que ce que je vais appeler le moi, certainement pas quelque chose de simple, certainement pas quelque chose de primitif. Le jeu est un produit, l'ego est un produit d'un processus biologique et cérébral. Est-ce que ça va pour tout le monde, ça? Donc, là où je veux en venir à propos du cogito, c'est que Descartes va affirmer ça pense, or tout verbe suppose un sujet, donc je pense, donc j'existe. Et Nietzsche va dire, mais ça c'est de la grammaire. On est conditionné par notre apprentissage de la langue à penser cela. Parce que quand on apprend une langue, on apprend sujet-verbe. Sujet-verbe complément. Et donc ce que dit ce que dit Nietzsche, c'est que Descartes ne se rend pas compte qu'il est prisonnier du langage lorsqu'il pense. Qu'il n'a pas le choix de penser autre chose à partir du moment où on pense dans les mots, et en particulier on pense dans la phrase qui a un sujet et un verbe. Mais dit Nietzsche, on peut très bien envisager un modèle où il y a des verbes, ou plutôt où il y a des actions, sans sujet, sans support matériel. Et en particulier, Nietzsche, c'est la fin du 19e, début du 20e siècle. Qu'est-ce qui va se passer dans le domaine de la physique à ce moment-là? Vous qui faites de la science, vous qui faites de la physique. C'est le débat fondamental, foncier, que va régler la théorie de la théorie quantique en matière de physique fondamentale. C'est quel débat à la fin du 19e? C'est le débat entre la théorie corpusculaire et la théorie ondulatoire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a des savants qui vont penser que l'énergie est liée à une particule qu'on appelle l'atome, et des savants qui vont se dire oui, mais le problème, si vous voulez, c'est que l'atome ne se comporte pas selon les lois de la physique newtonienne, ne se comporte pas comme un corps, et donc ils vont relier l'énergie à une onde. Et donc la physique quantique va surmonter la dichotomie, va surmonter l'opposition entre la théorie corpusculaire et la théorie ondulatoire, dans un truc bizarre, si vous voulez, que personne ne comprend vraiment.
en disant, bah, effectivement, les particules de matière se comportent parfois de manière ondulatoire, et les ondes d'énergie se comportent parfois de manière particulière. En tout cas, certainement pas selon les lois de la physique de Newton. Certainement pas comme des corps, certainement pas comme des sujets. Et ça, Nietzsche le comprend très très bien, si vous voulez. Il comprend que en physique, il y a des actions qui sont sans sujet. On ne peut pas dire c'est ça qui produit ça, si vous voulez. Et ça, c'est un corps qu'on peut facilement identifier. Typiquement, moi, quand j'étais petit, on m'apprenait que un atome, c'était un système planétaire, si vous voulez, avec un électron qui tourne autour d'un noyau. Et ce qu'on m'a appris ensuite, c'est que l'électron, c'était pas un petit satellite, et que l'atome, c'était pas une petite boule, quoi. Que c'était des modèles graphiques qui permettaient de se représenter ça, mais que ça n'existait pas comme ça dans la réalité. Que ça ressemblait plus à un brouillard. Que ça n'avait pas des contours prédéfinis, enfin définis, si vous voulez. Okay. Donc voilà, voilà. Que dire d'autre? Je vous ai parlé de l'idéologie, je vous ai parlé de Gramsci. Ok. C'était mon gros développement, ça. Est-ce que j'ai parlé de la distinction entre signe et marque chez Hobbes? Okay. Il y a beaucoup de copies qui m'ont parlé des sourds-muets euh, pour cette question qui est assez fondamentale, effectivement. Savoir si les sourds-muets peuvent et pensent véritablement, et si oui, est-ce qu'ils pensent comme nous? Et Hobbes va utiliser l'exemple dans les textes que je vous ai donnés, en tout cas que j'ai mis en ligne. Hobbes va parler d'un sourd-muet qui serait totalement dépourvu de mots, c'est-à-dire à la fois de marques et de signes. Donc, pour Hobbes, déjà, il faut comprendre une chose, c'est que le langage a avant tout pour fonction l'expression de ses pensées, de nos pensées. Le langage a avant tout pour fonction l'expression de nos pensées, c'est-à-dire la transcription du langage mental en langage verbal. Pour fonction, l'expression de nos pensées, c'est-à-dire la transcription du langage mental en langage verbal. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que pour Hobbes, les mots ont une fonction primordiale et primitive. C'est ce qu'il appelle une marque. Le mot est une marque. Et à quoi ça sert? Ça sert à stocker des souvenirs. Le mot sert à stocker des souvenirs. D'ailleurs, on s'est rendu compte qu'un des symptômes de la maladie d'Alzheimer, avec la perte de mémoire, c'est l'aphasie, c'est-à-dire les troubles du langage. Comment savoir ce que c'est qu'une chaise sans le mot chaise? Ça va être très très compliqué. C'est-à-dire que sans le nom commun qui va me permettre d'avoir la catégorie mentale de chaise, cette classe logique qui va me permettre de classer toutes les chaises sous ce titre. À chaque fois que je vois une chaise et que je suis un animal dépourvu de langage, je vois quelque chose d'absolument nouveau. Je vois quelque chose de radicalement nouveau. Est-ce que vous comprenez cela? Alors, Hobbes va prendre le cas d'un sourd-muet. Ah zut. Déjà, -20. C'est de plus en plus tôt.